Je disais qu'aujourd'hui, on allait parler surmenage, épuisement dans l'engagement professionnel ou personnel quand on est plutôt activiste ou militant bénévole, de l'usure ou du mal-être, ou parfois certaines violences qu'on peut subir quand on est, dans les milieux de défense de l'environnement, face à une société ou à des politiques qui font pas toujours la mesure de l'urgence. Hem, c'est des choses qui peuvent être rencontrées donc autant par des professionnels de l'éducation à l'environnement ou des militants de la défense de l'environnement, et c'est pour ça qu'on a souhaité rejoindre ces 2 publics, sur ce webinaire. Parce qu'on se rend compte, aussi parfois que des fois le prendre soin de soi, des autres, ça peut parfois passer au second plan face aux enjeux, environnementaux, mais qu'on fait le constat que c'est quelque chose d'essentiel et qu'apprendre à connaître, à repérer ses propres limites et celles des autres, qu'elles soient physiques ou psychiques, c'est indispensable pour continuer à défendre et à éduquer à l'environnement, tout en se préservant et en préservant les autres. Donc, on va aborder, voilà, les constats autour de l'épuisement, des traumas, de l'éco-anxiété, et autres, difficultés psychiques chez les professionnels, les bénévoles et les activistes. Voir aussi comment on peut, les accompagner ou s'accompagner au quotidien sur ce sujet qui est pas forcément toujours abordé. Et pour, parler de ces thématiques, nous avons 2 intervenantes aujourd'hui. Hélène Rouffy, qui est psychologue clinicienne, spécialisée sur le psychotrauma, membre d'un collectif de psychologues engagés pour les militants des causes sociales, féministes et environnementales. Et nous aurons ensuite Charlotte Orcel, qui est psychologue du travail et des organisations, psychothérapeute, consultante, formatrice, coach et intervenant en prévention des risques professionnels. Elles vont chacune nous donner leur regard sur le thème d'aujourd'hui, avec leur spécialité à chacune. Donc bienvenue à toutes les 2. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Hélène Rouffy, psychologue clinicienne. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la détresse psychologique, comment la repérer et l'accompagner. Alors, en fait, c'est, un petit peu une sensibilisation, c'est en quelque sorte de la vulgarisation de psychopathologie, ce que je vais vous faire aujourd'hui. Et je vais essayer de mettre ça en lien justement avec des problématiques rencontrées dans le secteur du militantisme, de l'activisme euh, écolo ou en lien avec l'environnement. Voilà. Alors, j'ai divisé un peu ma présentation en deux parties. Dans un premier temps, je vais parler de situations de mal-être. Dans un deuxième temps, je parlerai des situations urgentes. En fait, ce qui différencie, c'est en termes de temporalité dans la prise en charge. Quand on repère une situation de mal-être pour soi ou pour un collègue, disons qu'on a un petit peu le temps d'agir. Quand on repère une situation urgente, là, il faut agir plus vite. Ça se compte en jours, voire en heures. Dans un troisième temps, on abordera les prises en charge en fonction de ce qui a été évoqué plus haut. Déjà pour introduire un peu le sujet, on avait trouvé judicieux de vous apporter un petit peu ces bases de psychopatho, parce que voilà, pour les acteurs de l'environnement, en gros, souvent on choisit ce métier ou on choisit de s'investir bénévolement dans ce milieu-là parce que ça nous touche, parce que c'est en accord avec nos valeurs, parce que c'est épanouissant pour nous. Mais être dans un milieu épanouissant, ça ne veut pas dire que c'est un milieu qui est sans risque. On a noté à plusieurs reprises voilà, des personnes qui se retrouvaient dans des situations difficiles. Voilà, elles étaient très, très investies dans leur métier ou dans leur activité. Puis elles en arrivent à des situations de surmenage. Il y a aussi ceux qui nous ont fait part d'éco-anxiété. Il y a ceux qui ont dû mettre en place une genre de rupture avec l'environnement social ou familial parce qu'ils n'étaient plus d'accord au niveau des valeurs. Et du coup, ce sont des personnes qui se retrouvent isolées. Euh, et nous, ce qu'on a noté, c'est que les personnes qui arrivent le plus à s'investir dans la défense de l'environnement, ce sont des personnes qui arrivent à prendre soin d'elles. Alors, concernant la détresse psychologique, je vais revenir plus en détail sur des pathologies par la suite, mais déjà, ce qui peut vous alerter pour vous-même ou pour un proche se résume en 3 points. Déjà, si vous notez un changement de comportement. Donc voilà, vous-même ou un proche devenez triste, renfermé, agressif, solitaire, alors que vous ne l'étiez pas auparavant. Ça, voilà, tout changement de comportement est à noter. Ben voilà, ça fait depuis 2 semaines que je suis triste. Voilà, c'est à prendre en considération. Si en plus il y a eu la survenue d'un événement difficile, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle, là c'est un autre signal d'alarme.
Et puis enfin, si vous notez que vous êtes isolé, aucun de vos proches est isolé, là, bon, il y a les 3 voyants en rouge, c'est certainement que la personne est en train de vivre de la détresse psychologique. Alors, on commence la première partie. Donc, première partie, le mal-être. Et on débute avec les troubles anxieux. Voilà, je les ai listés sur la diapo. Ils sont de différentes sortes, ils ont différents noms. Mais à votre avis, quel est le point commun à tous ces troubles anxieux? Difficulté à vivre sereinement l'instant présent, sentiment d'insécurité, stress, peur, anticipation de l'avenir, pessimisme, stress, accumulation de stress, mal-être, non-maîtrise de soi, détresse, limite des liens sociaux, stress, on relativise systématiquement, difficulté dans la vie quotidienne, on anticipe l'avenir comme dangereux, menaçant, angoisse, perte de confiance, Ok, ok, on va s'arrêter là. burn-out et sentiment d'être submergé. D'accord. Ok, merci beaucoup. Alors, les mots qui sont revenus souvent, c'est stress, stress, peur, angoisse. Effectivement, le point commun à tous les troubles anxieux, c'est la peur, c'est l'émotion de peur. Voilà, ça se retrouvera de différentes façons à travers tous ces troubles. Alors, je vais les voir en détail. Donc, le premier, l'attaque panique. En gros, dans le langage courant, on parle plutôt de crise d'angoisse. Je pense que tout le monde voit plus ou moins ce que c'est. C'est, on va faire ses courses et sur le trajet, tout d'un coup, on sent quelque chose de bizarre en nous. C'est surtout au niveau somatique, ça commence à monter, le cœur qui s'accélère, les jambes qui tremblent, l'impression d'avoir du mal à respirer. Voilà, pour certaines personnes, ça va même jusqu'à l'évanouissement. Et à ce moment-là, quand il y a tous ces symptômes physiologiques, il y a l'émotion peur. La personne a peur de mourir, elle a peur de devenir folle, elle a peur de perdre ses moyens. Voilà, ça, c'est une attaque panique. Ça dure à peu près 20 minutes et puis après, ça redescend. Mais pour la personne qui le vit, c'est très, très angoissant. Ensuite, on a le trouble panique. Alors ça, c'est la peur de faire des attaques paniques. Voilà, pour les gens qui font des attaques paniques à répétition, s'instaure parfois un trouble panique, donc la peur d'avoir peur finalement. Troisième point, on est sur le trouble anxieux généralisé, que nous on appelle le TAG, pour aller plus vite. Alors, un trouble anxieux généralisé, en fait, à ce moment-là, la personne a peur d'à peu près tout. Tout est potentiellement source de peur. Et finalement, on pourrait dire que c'est une intolérance à l'incertitude. Dans le cas des phobies, on note les phobies simples, les phobies sociales. Alors, les phobies simples, c'est la peur d'un objet, les chats, les ascenseurs. Et la phobie sociale, c'est la peur de l'autre, mais plus précisément la peur du jugement de l'autre. Et puis dans les TOC, il y a plutôt une peur diffuse avec donc les TOC. Voilà, le O c'est pour obsession et le C pour compulsion, trouble obsessionnel compulsif. Donc il y a une peur diffuse qui est à la fois la source et la conséquence de la peur. Donc en gros, il y aura au niveau des obsessions, ça va être des pensées obsédantes, peur des microbes, des bactéries. Voilà, la personne va y penser sans cesse. Et la compulsion, ça va être au niveau du comportement, ça va être de se laver les mains jusqu'au sang. Alors, c'est très courant, les troubles anxieux, ça arrive chez plein de personnes. Le risque, enfin, la vie de la personne n'est pas en jeu, mais ça peut prendre beaucoup de place et finalement contaminer la vie sociale, la vie affective. Donc, c'est à prendre au sérieux et à ce moment-là, c'est de l'écoute et puis pouvoir orienter, si besoin, vers des professionnels de la santé mentale. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, et puis tous ces troubles-là, ce qu'ils ont en commun, c'est la peur et c'est une peur excessive par rapport à la situation. Je veux dire, s'il y a vraiment quelque chose de grave qui est en train de se passer, c'est normal d'avoir peur. Là, c'est juste que c'est vraiment excessif. On passe au second point, la dépression. Donc la dépression, elle fait partie des troubles de l'humeur. Il y a plusieurs signes pour la repérer. Donc chez vous, chez les autres, encore une fois, hein, si quelqu'un vous fait part de troubles du sommeil avec de l'hypersomnie ou des insomnies, que cette personne se retire de la vie sociale. En plus, elle vous dit qu'elle a plus trop d'appétit et puis qu'elle a plus d'envie, plus de désir. La perte de désir, c'est ce qu'on appelle l'anédonie. Et qu'elle se sent triste, elle se sent coupable, l'impression de rien faire bien. Et en plus, quand vous la voyez, vous avez l'impression qu'elle est toute molle, avec un ralentissement dans la pensée, dans les gestes.
bon, bah là, ça vous met sur la piste de la dépression. L'idée, c'est pas de faire un diagnostic, mais c'est de vous dire qu'en fait, quand il y a tous ces éléments, il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer parce que, je rappelle, la dépression, comme les troubles anxieux, sont des maladies mentales, c'est des maladies psychiatriques. Donc, c'est vraiment pas une question de capacité, enfin, d'envie. Ça sert à rien de dire à la personne, mais remue-toi. Vous pourriez pas dire à quelqu'un qui est en train de faire un AVC, bon, ça va, ressaisis-toi, mets de l'eau dans ton vin, vous voyez. Donc là, c'est la même chose. C'est pas parce que ça se voit pas au niveau somatique que ça n'existe pas. Et c'est grave, c'est très handicapant. Et des fois, ça nécessite une prise en charge psychologique, voire psychiatrique. Alors, troisième point, toujours dans la partie mal-être, l'éco-anxiété. Alors, à la différence des 2 points précédents, l'éco-anxiété n'est pas une maladie mentale, c'est pas cité dans les textes de référence de psychiatrie. C'est plus un type de questionnement, une façon de se sentir, un rapport au monde, voilà. Mais c'est pas pathologique. Il faut bien faire la différence. On parle d'éco-anxiété, parfois on parle de solastalgie. Disons que l'éco-anxiété, c'est plus un petit peu du côté du stress. La solastalgie, ce serait plutôt du côté de la déprime, euh, sans être de la dépression caractérisée. Et voilà, solastalgie, c'est un terme qui a été c'est un néologisme inventé par Glenn Albrecht et qu'on retrouve dans son ouvrage Les émotions de la Terre. Quelques éléments qui ont pu être notés à ce sujet, enfin, en tout cas des éléments qui reviennent dans les discours des personnes qui se disent éco-anxieuses. C'est le sentiment d'impuissance, le sentiment de perte de contrôle, le sentiment de perte de sens. Vous voyez, on est sur des questions quand même un peu philosophiques, hein, on n'est pas du tout dans le secteur de la pathologie là. La peur de l'avenir, la tristesse, le regret, le questionnement sur le projet d'enfant. Et je vous disais, donc, ce n'est pas pathologique, mais si la personne a de l'éco-anxiété et puis elle est isolée et en plus, elle a vécu un événement de vie difficile, ça peut mener à des troubles anxieux. Voilà. Alors, on peut passer maintenant à la deuxième partie, c'est sur les situations urgentes. Donc, voilà, les situations qui vont nécessiter une prise en charge très rapide, parce que la vie, que ce soit la vie physique ou la vie psychique de la personne, est vraiment en jeu. Alors, on peut commencer par voilà, la crise suicidaire et on vous propose un petit questionnaire en vrai-faux pour discuter un peu des idées reçues sur le suicide. Hop, je vais lancer les questions l'une après l'autre. La première, les personnes qui veulent se suicider ne donnent pas d'indication sur leur intention à leur entourage avant de passer à l'acte. D'après vous, c'est plutôt vrai ou plutôt faux? Du coup, là, c'est complètement faux. 8 personnes sur 10 parlent de leur intention suicidaire avant de passer à l'acte. Et elles en parlent soit à leur entourage, soit à leur médecin généraliste, mais généralement, elles en parlent. Alors, c'est pas, la personne ne va pas dire directement, voilà, je vais me jeter par la fenêtre, mais il peut y avoir des phrases qui y font fortement penser, comme je sens que je suis un poids pour vous, ça serait plus simple pour tout le monde si je disparaissais. Voilà. Ok, on peut passer à la proposition suivante. Le geste suicidaire résulte d'un choix. Le suicidaire résulte d'un choix faux. En fait, on parle de crise suicidaire. Il y a vraiment cette notion de processus c'est un processus qui dure 6 à 8 semaines. Et au début, la personne pense au suicide juste sous forme de flash. Voilà, elle a passé encore une sale journée. Et là, elle rentre en voiture. Et là, elle se dit, bah, qu'est-ce qui se passerait si au lieu de prendre le virage, bah, j'allais tout droit. Ce genre de choses. Et puis, les flashs deviennent de plus en plus réguliers. Et puis, finalement, ça vient tous les jours. Et puis, ça prend la forme de rumination. Et là, ça occupe toute la place. Donc, le suicide qui apparaissait juste au début ponctuellement, petit à petit, ça prend toute la place. Et puis, la personne, elle a essayé de mettre en place des solutions. En fait, toutes ces solutions sont soldées par des échecs. Et au bout d'un moment, elle se dit, mais en fait, j'ai plus de solution. La seule solution pour arrêter de souffrir, c'est de mettre un terme à ma vie. Donc voilà, quand il n'y a plus qu'une seule possibilité, on ne peut pas vraiment parler de choix. Enfin, c'est la personne qui a l'impression qu'il n'y a plus qu'une seule possibilité, en tout cas. Question suivante. Pour se suicider, il faut être courageux. Alors, en tant qu'aidant ou en tant que soignant, on va essayer de se sortir du jugement de valeur. Donc voilà, dire que la personne est courageuse ou pas courageuse, finalement, ça ne va pas nous faire beaucoup avancer dans la prise en charge. Et puis, certaines personnes diront, ah bah, le suicide, c'est douloureux, donc c'est courageux de le faire. D'autres personnes diront, ah bah non, il a manqué de courage parce qu'il a abandonné 3 gamins.
Voilà, donc finalement, on s'en sort plus. Et on vous conseille de ne pas vous poser ce genre de questions. Plutôt de se dire qu'à chaque fois qu'on pense au suicide, c'est juste qu'on est dans une détresse extrême. Suicidaire un jour, suicidaire toujours. Qu'en pensez-vous? Faux, vous avez complètement raison. Enfin, voilà, je vais dire ça un petit peu, mais effectivement, c'est un processus, la crise suicidaire. C'est pas un fonctionnement. Donc, on peut avoir été en crise suicidaire une fois dans sa vie et puis plus jamais l'être par la suite. Néanmoins, petit bémol, on note qu'il y a 10 à 15% des suicidaires récidivistes qui décèdent par suicide. Ensuite, s'il y a une amélioration après la crise suicidaire, oula, il y a le sondage qui est après, c'est que le risque est passé. Qu'en pensez-vous, vrai ou faux? C'est faux, c'est complètement faux. D'ailleurs, c'est très, très inquiétant quand il y a une rémission soudaine. Voilà, la personne en était au stade où elle avait vraiment un plan pour passer à l'acte. Et puis, le lendemain, elle vous dit ah non, mais c'est parfait, ça va mieux de mon côté, je me sens beaucoup mieux, complètement apaisée. Ça veut dire en fait qu'elle a vraiment pris sa décision, entre guillemets, et que du coup, elle sait que la souffrance va bientôt se terminer. Voilà, donc quelqu'un qui vous dit que ça va mieux, qui commence à ranger son appartement, à donner des affaires, là, c'est très, très inquiétant, il ne faut plus la lâcher. Parler du suicide à quelqu'un peut l'inciter à le faire. Euh, Bon, alors ça, c'est faux. Euh, quelqu'un qui n'a pas de... Quelqu'un qui a des pensées suicidaires, en fait, le fait de lui en parler, ça va mettre des mots sur ce qu'il ressent et il pourra se dire, ah, il y a enfin quelqu'un qui est OK pour m'entendre parler de ça, parce que le suicide est quand même, c'est un sujet assez tabou. Si vous mettez les mots dessus, voilà, est-ce que tu t'es déjà senti tellement mal que tu es pensé au suicide comme moyen pour mettre fin à ta souffrance? Oui, non, la personne vous répondra sincèrement. Et si elle n'a pas de pensée suicidaire, eh ben, ça ne va pas lui donner pour autant. Voilà, là, on en parle aujourd'hui. Ce n'est pas pour ça qu'on va se jeter par la fenêtre demain soir. Euh, les personnes qui menacent de se suicider ne font ça que pour attirer l'attention. C'est faux, là aussi, on rentre dans un jugement de valeur en faisant ça. Bien sûr, on a tous entendu l'histoire de la grand-mère qui dit si vous me mettez en maison de retraite, je me jette dans les escaliers. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que si une personne en vient à parler du suicide, même si c'est sur un ton menaçant, c'est qu'elle est en grande détresse. Après, ça ne veut pas dire forcément que c'est de votre ressort. Je pense notamment aux conjoints qui disent si on se sépare, je me tire une balle. Ça veut dire que cette personne a besoin d'aide, voilà, mais pas forcément de votre part. C'est ça qu'il faut nuancer. Parfois, ça va être en institution. À Lyon, il y a un centre de prévention du suicide au Vinatier. Ils sont très réactifs, ils sont super, ne pas hésiter à les contacter. Les personnes qui pensent au suicide souffrent d'une maladie mentale. Qu'en pensez-vous? Ça, c'est vrai et faux, dans le sens où toutes les personnes qui pensent au suicide n'ont pas forcément une maladie mentale, mais on sait que certaines psychopathologies telles que la dépression augmentent fois 20 le risque suicidaire. Alors, sur la question héréditaire, c'est faux. Disons que ce n'est pas dans les gènes. Néanmoins, on voit qu'il y a un peu un fonctionnement. Quand, en fait, au sein des familles, il y a une personne qui se suicide, on sait que ça augmente le risque suicidaire des autres. C'est pour ça qu'on met en place des cellules, ce qu'on appelle en post-vention. Donc, ce n'est pas de la prévention, puisque le suicide a déjà eu lieu, mais on va éviter le suicide des autres personnes de la famille. Donc, voilà. Il peut y avoir un effet de contamination, en fait. Pour la crise suicidaire, pour résumer, donc période de 6 à 8 semaines où la personne pense au suicide comme moyen pour mettre un terme à sa souffrance. La personne ne veut pas mettre un terme à sa vie, elle veut mettre un terme à la souffrance et c'est le seul moyen qu'elle voit. C'est un processus, comme je vous disais, où il y a vraiment le moment de planification. Ce n'est pas du tac au tac, la personne se dit « je vais me pendre ». Il y a l'achat de la corde, il y a trouver la poutre, il y a tout ça, ça se met en place, ça se pense. Et nous, pour intervenir, là, on va devoir, dans un premier temps, évaluer la crise, savoir à quel moment de la crise on est. Et en fonction, on va savoir si on a un peu de temps devant nous. Si c'est juste à l'état de flash, on sait qu'avec une psychothérapie, ça devrait le faire. Si on en est au moment où il y a déjà le plan, il y a la date de trouver, là, c'est une question d'heures. Il ne faut pas laisser la personne seule. L'hospitalisation n'est pas forcément le meilleur moyen, parce que ça peut être aussi assez choquant de se retrouver dans ce milieu-là. Le mieux, c'est d'être avec les proches, d'être entouré. Et l'idée, c'est de décaler la crise suicidaire, c'est-à-dire d'attendre que ces 6 à 8 semaines soient terminées.
Voilà. Alors, suivant. Là, on passe au deuxième point des situations urgentes, qui est le syndrome de stress post-traumatique. Donc, vu le timing, je vais essayer d'aller très vite. Ça aussi, c'est une formation vraiment que je donne sur 2 jours. Alors, et pourquoi je vous parle du syndrome de stress post-traumatique? C'est parce que on a vu plusieurs militants activistes qui avaient été confrontés à des situations très, très violentes et qui auraient potentiellement pu développer un syndrome de stress post-traumatique. Alors, pour qu'il y ait un PTSD, alors oui, il y a plusieurs noms. On peut l'appeler état de stress post-traumatique, donc SPT. PTSD, c'est la même chose, mais en anglais. On l'appelle psychotrauma, névrotraumatique. Voilà, pour simplifier les choses, bon, c'est tout pareil. Donc, pour qu'il y ait un PTSD, il faut qu'il y ait un événement psychotraumatogène. Qu'est-ce que c'est un événement psychotraumatogène? C'est un événement qui confronte de manière brutale à la mort. Voilà, c'est en fait, nous, là, tous, on sait qu'on va mourir un jour, mais on baigne dans une genre d'illusion d'immortalité. C'est ce qui fait qu'on a des projets, c'est ce qui fait que certains font des enfants, parce que, et voilà. Et les personnes psychotraumatisées, c'est comme si elles avaient vu la mort d'un peu trop près et elles voient le réel de la mort. Et à partir de là, elles n'arrivent plus. Enfin, l'illusion d'immortalité s'est brisée et elles sont focus, mort, en gros. Et nous, ce qu'on va faire en tant que proche, en tant que soignant, l'expression, c'est les ramener dans le monde des vivants. Voilà, on va essayer de les ramener vers nous. Donc, ça peut être une confrontation à la mort, risque de mort pour soi-même ou confrontation à la mort de quelqu'un en risque de mort pour quelqu'un. Là, j'avais prévu de faire un petit exercice, mais je pense qu'on n'a pas le temps. On va continuer sur la suite. Ok. Comment ça se passe, l'instauration d'un psychotrauma? Alors voilà, vous avez votre événement psychotraumatogène qui peut être voilà, un accident de voiture, qui peut être, je ne sais pas, un objet tombe juste à côté de vous et aurait pu vous fracasser le crâne. Ça peut être des violences policières, enfin voilà, il peut y avoir plein de choses. Et donc, il y a cet événement. Et là, la personne a deux façons de pouvoir réagir. Soit elle réagit de façon adaptée, soit elle réagit de façon dépassée. Ça, je vais y revenir rapidement ensuite. Et si elle réagit, et en fait, voilà, à partir de là, chaque étape augmente le risque de développer la phase suivante. Si elle réagit en stress dépassé, elle a plus de risques, au bout de 24 heures, de développer un trouble de stress aigu. Et si elle développe un trouble de stress aigu, elle a plus de risques de développer un syndrome de stress post-traumatique un mois plus tard. Voilà, on va poser vraiment le diagnostic au bout d'un mois. OK. Là, ce que j'ai marqué, diffusing, débriefing, ce sont des prises en charge en immédiat ou en post-immédiat pour repérer les personnes qui sont à risque et éviter l'instauration d'un psychotrauma. Donc là, je ne sais pas si on voit bien, en gros, j'ai mis d'un côté le stress aigu adapté. Le stress, c'est un gros bouleversement au niveau du corps, au niveau de la pensée. Il y a un gros lâcher d'hormones, mais je veux dire, c'est normal à ces moments-là de pleurer, de prendre ses proches dans les bras, d'être mal. C'est tout à fait normal. Quand on est en stress dépassé, c'est la personne est coupée un petit peu d'elle-même, elle est coupée de son entourage. Il y a, au niveau comportemental, on remarque qu'il y a souvent des effets de sidération. La personne, elle regarde dans le vide, elle ne vous parle plus, elle ne vous répond plus. Le pilotage automatique, ça serait plus, enfin, c'est le même état, sauf que la personne continue de se mouvoir et de faire comme si de rien n'était. Ça va être l'exemple d'une mère qui se remaquille alors qu'elle a encore aspergé du sang de sa fille. Voilà, c'est ce genre d'attitude. Bon, là, c'est vraiment extrême. Mais il y a un film, c'est Démolition, qui parle du pilotage automatique, justement. Donc voilà, c'était les états de choc. Après, il y a le stress aigu. Bon, je vais passer rapidement dessus. Et le syndrome de stress post-traumatique. Les symptômes sont répertoriés en 3 grandes catégories. Il y a tout ce qui est revivissance. Premier point, c'est voilà, la personne revit sans cesse l'événement à travers des flashs, à travers des cauchemars, à travers des ruminations. Elle reste comme fascinée par ce qui s'est passé et c'est là où elle se coupe complètement du reste du monde, vous voyez.
Euh, Deuxième type de symptômes, c'est tout ce qui a trait à l'esquive. La personne va plus pouvoir retourner sur les lieux de l'événement, va éviter toutes les personnes qui lui font penser à cet événement. C'est aussi des patients, des patientes qui ne peuvent plus regarder la télé, ne plus écouter les infos. Enfin, voilà, tout leur rappelle l'événement. Donc, ils vont être en esquive totale. Et puis, là, le risque, c'est qu'ils tombent dans les addictions, vu que voilà, l'alcool, certains toxiques ont un effet anxiolytique. Ok, là-dessus. Et le troisième point, ça va être la surexcitation. La personne, c'est comme si elle était à fleur de peau en permanence. Tout est excessif, avec des colères, des crises de larmes, même longtemps après. Et puis, il y a une atteinte, du coup, du fait de cette surexcitation, le cerveau ne peut pas se reposer. Il y a une atteinte des fonctions cognitives concernant la mémoire, la concentration. Voilà, quelqu'un qui a un psychotrauma, c'est quelqu'un qui ne peut pas retourner travailler, hein, clairement. Donc, c'est un impact énorme sur la vie sociale, la vie professionnelle. OK. Je passe à la partie 3. Du coup, c'est voilà, une fois qu'il y a tout ça, là, tout ce que je vous ai évoqué sont des choses qui peuvent arriver, surtout concernant la dépression et les troubles anxieux. C'est quand même assez courant. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on se dit qu'on a peut-être ça pour nous-mêmes ou qu'on dépiste ça chez un proche? Dans le cas de l'anxiété et la dépression, les psychothérapies, ça marche quand même super bien. Je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais on est quand même des professionnels très utiles dans ce cas-là. Il peut y avoir une prise en charge psychiatrique s'il y a besoin d'un traitement anxiolytique ou antidépresseur. Pour info, il n'y a pas d'addiction aux antidépresseurs, contrairement à l'idée reçue. Il peut y en avoir éventuellement aux anxiolytiques. C'est pour ça, des fois, c'est prescrit par le médecin traitant, mais c'est quand même bien de faire un point de temps en temps avec un psychiatre si vous avez ce genre de traitement. La méditation de pleine conscience a fait ses preuves pour la dépression et pour l'anxiété. Pour la dépression, ça atténue les symptômes de la dépression et ça évite les risques de récidive. Concernant l'éco-anxiété et la solastalgie, comme je disais, ce n'est pas un trouble psychiatrique. Là, ce qui est recommandé, c'est vraiment de favoriser le lien social, de pouvoir parler de ces questions existentielles avec des gens et aussi la méditation de pleine conscience. Concernant les situations urgentes, ce qui peut être mis en place, donc la crise suicidaire, je vous disais, il faut évaluer le RUD, donc évaluer à quel moment on est de la crise. RUD, ça veut dire risque, urgence, danger. Donc, on va évaluer le risque. Est-ce que la personne est à risque? Ça, c'est des stats. En gros, les hommes sont plus à risque que les femmes, les vieux plus à risque que les jeunes. La rupture sentimentale augmente le risque suicidaire, mais uniquement pour les hommes, ça. On ne sait pas pourquoi, mais voilà. Donc, c'est plein de stats. L'urgence, c'est à quel moment de la crise on est. Est-ce qu'on est au moment juste des flashs ou est-ce qu'on en est au moment où la personne a mis en place un plan d'action? Et le danger, c'est la létalité et la disponibilité du moyen. Par exemple, si la personne, elle vous dit je vais me jeter, je sais pas, voilà, je vais me jeter de chez moi, de ma fenêtre, et on lui dit d'accord, vous êtes à quel étage? Bah, au rez-de-chaussée. Bon, moyen pas très létal, mais très accessible. On fait la part des choses. Donc, c'est-à-dire qu'il faut poser les questions. Si la personne vous dit qu'elle a pensé à un plan, vous lui demandez comment, si le moyen est accessible. Si elle vous dit des cachets et qu'elle en a plein chez elle, voilà, le moyen est très accessible et létal. Donc, il faut poser des questions et il faut demander si la personne a une date. Ça fait un peu peur au début de poser des questions, après on s'y fait. Dans le cas de la crise suicidaire, l'idée, c'est d'avoir vraiment un lien de confiance avec la personne et de petit à petit l'amener pour avoir un avis psychiatrique, notamment pour voir s'il n'y a pas des comorbidités. Comme je vous disais, la dépression augmente x20 le risque suicidaire. Dans le cas du psychotraumatisme, bien sûr, le soutien de l'entourage, ça peut être très difficile pour l'entourage de supporter ça. La personne est vraiment en boucle, c'est assez dur, mais voilà, de la soutenir et de l'amener vers des prises en charge EMDR. EMDR, c'est Eye Movement Desensibilization and Recognition. Excusez-moi pour mon accent pas terrible. C'est une thérapie, peut-être vous en avez entendu, c'est avec le mouvement des yeux. En gros, c'est ce qu'on retient souvent de cette thérapie. Ça marche très bien pour soigner le psychotrauma, de même pour les thérapies cognitivo-comportementales, et bien sûr de faire le lien avec le médecin traitant.
Pour le dernier point, je vois que j'ai un petit peu dépassé. Alors, quand ça arrive des situations de mal-être quand même au sein de votre asso collectif ou entreprise, l'idée c'est quand même, avant d'orienter direct vers quelqu'un, c'est quand même d'en parler directement avec votre collègue ou votre ami. Et pour ça, il y a vraiment les trois piliers de la relation d'aide. C'est l'écoute. Alors, qu'est-ce que c'est l'écoute? C'est une écoute non jugeante, c'est une écoute active. Comment on fait une écoute active? En posant des questions, en respectant les silences, en reformulant pour voir si on a bien compris. Ça, c'est de l'écoute active. Il y a le non-jugement, c'est-à-dire qu'on ne donne pas de conseils. On ne va pas dire oui, mais moi, ta place et moi, je. Enfin voilà, c'est un moment d'être pleinement présente, mais pour l'autre. Et puis l'empathie, on entend parler à toutes les sauces, mais qu'est-ce que c'est finalement? C'est s'imaginer ce que la personne a pu ressentir à tel moment, mais de son point de vue à elle. Parce que vous, ça vous aurait fait de perdre un proche ou de vivre une violence policière. C'est comment elle a vécu le truc. Parce que vous ne pourrez jamais imaginer vraiment ressentir ce qu'elle a vécu. Donc, il va falloir lui poser des questions et être disponible. Voilà, l'écoute, l'empathie, ça marche ensemble. Donc, il y aura cette première façon d'être finalement. Et puis, c'est qu'à partir de là que l'orientation vers des spécialistes pourra être acceptée. Si vous arrivez directement en disant qu'il faudrait consulter un psy, la personne ne va pas pouvoir l'entendre. Ensuite, ce que vous pouvez faire un petit peu en prévention, c'est de mettre en place des dispositifs. Voilà, il y a plusieurs collectifs qui ont mis en place des groupes de parole, des groupes de gestion de conflits, des bulles régénératrices chez Extinction Rebellion. Peut-être, voilà, Julie, tu vas prendre la parole là-dessus. Moi, Oui. Ah, je t'entends plus. Pardon. Après, on donnera la parole à quelqu'un d'Alternativa. D'accord, ok. Bon, alors je conclus rapidement. Voilà, il y a des dispositifs qui se créent un petit peu partout. Euh, donc, il y a vraiment un besoin à ce niveau-là. Il y a un groupe qui a été mis en place, c'est la Psychoteam. C'est une équipe de psychologues qui travaille justement sur les questions de création de contenu de formation et, euh, et de proposition de dispositifs de soutien, écoute, groupe de parole, etc. Euh, voilà, c'est lyonnais, c'est tout frais et voilà, vous pouvez faire appel à eux. Et en troisième point, ça serait c'est l'idée de se former. Il y a des dispositifs de premier secours en santé mentale. Vous pouvez suivre ces formations. Et également, vous pouvez suivre les formations de repérage et d'accompagnement de la crise suicidaire. Elle est dispensée partout en Rhône-Alpes. Il n'y a pas de prérequis nécessaires. N'importe qui peut suivre cette formation sur 2 jours. Voilà, je crois que j'ai fini. Merci beaucoup pour mon retard. Merci Hélène. J'avais dit que je vous montrerai les visuels là, des différentes choses dont tu viens de parler. Est-ce que tu peux arrêter le partage d'écran? Comme ça, je vais partager le mien, Oui. s'il te plaît, si j'y arrive, hein. Alors d'abord, tu viens d'évoquer premier secours en santé mentale. Vous pouvez aller sur le site PSSM France. Il y a tout l'explication de ce que c'est que la formation au premier secours en santé mentale et le calendrier de l'ensemble des formations. Il y en a un petit peu partout en France. Du coup, vous pouvez aller ici. Ensuite, je voulais vous partager sur la prévention du suicide. Il y a plusieurs associations qui peuvent organiser des formations, aptitudes sur, le public étudiant. Et nous, l'IREPS, on propose des formations pluriprofessionnelles, et pluri-interstructures dans l'ensemble des départements. Je vous mets la plaquette ici, pour que vous voyez, mais vous pouvez retourner sur notre site pour On avoir la plus voit pas la d'infos. plaquette, Julie. Ah, On est toujours alors, sur PSSM. comment ça se fait? Ici. Là, est-ce que vous la voyez? Je pense qu'il faut que tu départages. Ah yes, parfait, merci. Donc, agir en prévention du suicide, se former en Auvergne-Rhône-Alpes. Là, je vous renvoie vers le site de l'IREPS, IREPS-ARA, IREPS-ARA. Il y aura cette plaquette-là ou alors vous nous la demandez. Il y a des formations dans l'ensemble des départements, à la fois pour des professionnels qui sont dans l'intervention de crise, des professionnels qui sont plutôt dans l'évaluation ou l'orientation, et d'autres qui peuvent être des citoyens plutôt dans un rôle de sentinelle, de repérage vraiment premier niveau, et ensuite pour orienter vers ceux qui vont savoir faire le rude, comme Hélène vient d'en parler. Et le dernier que je voulais vous partager, c'est la fiche de la Psychoteam, qui est donc un collectif de psychologues. Là, vous le voyez ou pas?
Ça marche? Oui, c'est bon. Psychoteam, donc collectif de psychologues, engagés pour les activistes des luttes sociales, féministes et environnementales avec, différentes possibilités de groupes de parole post-action manifestation, des sensibilisations, des formations, des premières écoutes individuelles, pour des orientations autour des thèmes, qu'on vient d'aborder, l'éco-anxiété, la gestion de conflits, le surmenage qu'on va voir, juste après, les événements traumatogènes. Il y a le mail en tout petit là, psycho-team-ara@riseup.net. On pourra le remettre, dans la conversation ou sur le pad, après. J'arrête là et on va laisser la parole à notre deuxième intervenante, Charlotte Orcel. D'accord. Eh ben, tout d'abord, vous dire que je suis ravie de participer à ce cycle de webinaires et je remercie donc le GREN et l'IREPS et puis tout particulièrement Benoît René du GREN qui m'a proposé de participer. Donc, je suis psychologue du travail et des organisations et également psychothérapeute. Donc, par rapport à ça, je m'appuierai donc sur mes deux activités. C'est-à-dire à la fois une activité qui se caractérise par l'accompagnement dans les organisations. Alors, ça peut être de collectifs ou d'individus. Comme type d'accompagnement, ça peut être des diagnostics organisationnels, des diagnostics de prévention des risques psychosociaux, dont l'épuisement ou le burn-out. Ça peut également être des formations. Etc. Et puis, j'ai également une activité donc en cabinet auprès de particuliers qui peuvent être des adolescents, des adultes, des couples, des familles, sur des sujets et des problématiques qui peuvent être du coup privées ou professionnelles. Alors, particulièrement pour aujourd'hui, je m'appuierai en fait sur les expériences que j'ai auprès d'associations également, des associations qui sont donc celles de l'éducation et de la défense de l'environnement, mais également des associations dans la transition énergétique citoyenne. Et puis également, plus largement, je prendrai des exemples dans l'accompagnement que je peux avoir auprès de personnes en fait engagées, que ce soit individuellement ou collectivement, que ce soit des professionnels, un bureau, un conseil d'administration, les professionnels des associations, mais également des bénévoles et dans des associations qui peuvent être celles de la défense de l'environnement, mais également des associations caritatives, militants pour le droit des femmes, le féminisme, l'exclusion ou la précarité. Donc voilà, d'une manière plus large, je tirerai mon expérience donc de l'engagement et de comment accompagner des individus, individuellement ou collectivement, par rapport à leur vécu difficile, par rapport aux situations de mal-être et d'épuisement et comment ils peuvent se reconnecter et la puissance justement de la reconnexion à leurs valeurs. Alors, premier point que je voulais aborder, alors vous dire aussi que j'ai fait le choix de ne pas me servir d'un PowerPoint, de faire un partage d'écran pour rester plutôt connecté à vous. Par contre, dans le document collaboratif, vous trouverez un PowerPoint où vous retrouverez les points clés que j'aborde, parce que je sais que certaines personnes sont plus visuelles et aiment bien suivre avec un support. Et puis, vous retrouverez également une bibliographie et la présentation du coup de mon cabinet. Alors, premier point que je voudrais aborder par rapport au vécu de mal-être, c'est qu'il est très important en fait de réhabiliter la place des émotions, de rassurer, nous en tant que psychologues, sur la normalité, en fait, au sens de la courbe de Gauss, de la normalité de vivre des émotions difficiles, que ça fait partie de l'expérience humaine, sans être taxé de malade, de fou ou de faible. C'est vraiment notre condition d'être humain, de ressentir, et pourtant on a le modèle valorisé, c'est celui de l'homme ou de la femme performante dans le monde de l'entreprise, qui ne laisse pas ses émotions l'impacter.
Et puis, dans le monde privé, on a le modèle de l'individu heureux qui profite de la positive attitude et de tout. Voilà, je donne des exemples qui parfois peuvent paraître caricaturaux, mais on a peu de temps. Voilà, de tous les messages publicitaires de jeunes, beaux, en bonne santé, etc. Donc, il n'y a pas de place là pour les vécus difficiles, encore moins pour les hommes, où on va dire que la valorisation est celle de l'impassibilité masculine, le fait de ne faire rien voir, de garder la face. Donc, à la rigueur, les émotions positives sont tolérées. Alors, un des premiers points, ça sera de restaurer le vécu difficile, et notamment dans l'action militante, dans l'engagement. Alors, par rapport à ça, je m'appuie beaucoup sur, vous le retrouverez, sur la théorie, la thérapie d'acceptation et d'engagement. Ça s'appelle l'ACT. Voilà, vous le retrouverez dans la bibliographie. Donc, l'important, c'est déjà de réhabiliter les sentiments de peur, de colère, d'impuissance, comme faisant partie intégrante de l'expérience humaine. En sociologie, vous avez notamment le sociologue Alan Ehrenberg qui avait, depuis les années 90, écrit du coup une trilogie de livres, et les titres sont assez édifiants. Le premier étant Le culte de la performance, le deuxième, L'individu incertain, et le troisième, La fatigue d'être soi. Donc, pour nous aussi, psychologues, je pense que c'est très important qu'on puisse faire le lien entre les processus psychologiques que vivent les individus et puis aussi les processus sociaux. C'est-à-dire de remettre l'individu dans son contexte. Ce n'est pas le priver de sa subjectivité, mais c'est faire aussi le lien avec finalement les normes sociales auxquelles il se confronte. Et alors moi, ce que je vois régulièrement auprès des individus ou des collectifs que j'accompagne, et notamment dans l'engagement ou le militantisme, c'est le fait de souffrir de la triple peine. Alors, je vais expliquer ce que c'est la triple peine. C'est déjà la première chose, c'est que si je suis engagée dans la défense de l'environnement, je vais me confronter à des situations difficiles, à des émotions difficiles. Par exemple, si je vais à une conférence qui est très bien documentée sur la disparition de nombreuses espèces, sur la détérioration de la planète, avec voilà, des constats qui sont assez morbides, je vais déjà ressentir des émotions par rapport à ça, et c'est tout à fait normal face à ce qui se passe. Donc ça, c'est déjà la première chose. Je suis un être humain, je ressens des émotions, mais après s'ajoute la double peine, c'est-à-dire que, et ça on l'a beaucoup, et c'est souvent en individuel que les personnes nous le disent. Alors en organisation, moi ça va être par exemple quand je fais des entretiens individuels avec des personnes dans des associations, dans des organisations, etc. Ou alors ça peut être au cabinet en psychothérapie. La double peine, c'est je me culpabilise, par exemple. C'est-à-dire je me dis, ah ben voilà, oui, je suis engagée, je suis allée voir cette conférence, je dis que je suis engagée, mais en fait, j'en fais pas assez, ça m'empêche pas de dormir tranquille le soir. En fait, voilà, et il y a 2 semaines, j'ai mangé dans un fast-food, est-ce que je suis vraiment engagée? Alors, ça peut paraître anecdotique de raconter ça, mais ça l'est pas du tout, parce que pour les personnes, c'est aussi toute la culpabilité autour de est-ce que je suis suffisamment engagée, et qu'on va retrouver aussi dans les logiques d'épuisement ensuite. Et enfin, la triple peine, c'est le fait qu'à un moment donné, face aux 2 premières, 1, d'être face à des situations difficiles, 2, de me culpabiliser de ne pas en faire assez, tout ça a amené un certain mal-être chez moi, et je vais commencer à me dire, mais en fait, je suis faible, les autres gèrent mieux, je commence à me sentir mal, et ça, je ne résiste pas, je ne suis pas quelqu'un qui résiste, etc. Voire, je me pose la question, est-ce que je ne suis pas malade ? Donc, je pense que déjà, premier point, c'est de pouvoir, quand on intervient en tant que psychologue, pouvoir dire aux personnes, non, vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas fou, vous êtes humain. Et ça, je pense que c'est très important. Alors, deuxième point, en lien avec celui-là, eh bien, c'est de valoriser l'engagement et également la sensibilité. C'est justement parce que vous êtes humain que vous avez des émotions, que vous avez de l'empathie et des valeurs humanistes, que vous avez été touché par l'importance de préserver aussi l'environnement ou de préserver les autres êtres humains. Et chose très importante aussi, c'est que
il est impossible de ne pas vivre du mal-être, c'est-à-dire qu'il y a cette notion aussi de choix qui est très importante. Quand je suis militant pour une cause, je choisis de me confronter au réel. C'est-à-dire, je ne rentre pas dans des processus d'évitement. Si, comme je disais tout à l'heure, je me confronte par exemple au nombre d'espèces qui ont disparu actuellement sur la planète, je vais avoir des détails, je vais forcément avoir des images et un mal-être qui va arriver de cela. Et je ne fais pas le choix d'aller vers un discours ambiant qui me viserait vers du mainstream, vers la pensée dominante, qui viserait à me dire, mais non, je peux aller consommer, je peux m'accrocher à un discours méritocratique que moi je le vaux bien, c'est normal, je pollue ou je fais un certain nombre de choses, mais en fait c'est parce que je travaille beaucoup. C'est-à-dire voilà, je choisis non pas d'éviter de me confronter au réel, mais au contraire de y aller, de le regarder bien en face. Et c'est précisément en le regardant bien en face que je vais éprouver des sensations de mal-être, mais aussi quand, si on y réfléchit bien, quand on s'engage dans une cause, c'est bien souvent parce que justement ces vécus de peur, de colère ou d'injustice, ils sont à la genèse de mon engagement. C'est parce que j'ai ressenti ça à l'intérieur de moi que j'ai pu comprendre aussi mes valeurs profondes et pourquoi ensuite je me suis engagée dans une cause. Donc ce qui me passionne se trouve au même endroit que ce qui me fait souffrir en fait. Enfin, voilà, c'est le même chemin. Enfin, c'est là où ça a du sens pour moi, où c'est porteur d'action. Et enfin aussi, à travers ça, c'est de se dire que c'est parce que je me confronte à la réalité, je viens de le dire, mais à la réalité aussi avec des détails, avec des chiffres. Combien d'espèces dans la biodiversité, à quelle vitesse elle se dégrade. C'est parce que j'ai des repères précis qu'ensuite, en tant que militant, je vais aussi pouvoir proposer des actions précises. Je prends un autre exemple, si je travaille dans une association où il y a des groupes de parole pour les femmes violées, c'est parce que je vais écouter ces histoires violentes en tant que bénévole ou en tant que professionnel, qu'après je vais pouvoir proposer des actions adaptées. Mais c'est sûr que moi, je vais aussi ressentir des choses par rapport à ce qui m'est dit. Alors, par rapport à ça, un autre point essentiel, ça va être de partager ces vécus-là, ces émotions-là avec des pairs, c'est-à-dire sortir de l'isolement, permettre des prises de conscience et la réflexivité sur les expériences communes. Que je sois professionnel, que je sois membre d'un CA, que je sois membre d'un bureau, que je sois bénévole, militant, à un moment donné, c'est ça qui va me permettre de ne pas être seule, de ne pas rester avec ma honte, avec mon sentiment d'être illégitime. Et donc, moi, en tant que psychologue du travail ou au cabinet, avec des particuliers, je me rends bien compte que c'est lorsque, finalement, les personnes ont l'occasion de partager dans des retours d'expérience, dans des analyses de leur pratique professionnelle, ces émotions, que finalement, elles se sentent beaucoup plus libérées. Et notamment, comme je le disais tout à l'heure, comment les personnes, elles peuvent partager autour également de leur sentiment d'imposture. Alors, comme je disais, ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas du tout. Moi, des personnes me disent, mais en fait, je dis que je suis un acteur de la défense de l'environnement, mais ma grand-mère m'a donné une voiture diesel et je n'ai pas l'argent pour m'en acheter une autre. Et en fait, je ne fais rien du tout qui va dans le bon sens. Ou alors je ne supporte pas les transports en commun. À un moment donné, je fume, mais on sait ce que c'est que l'industrie du tabac. Et comme je le disais juste avant, ça peut être des ruminations très fortes. Il y a d'autres choses autour quand on est dans les associations, je ne me sens pas à la hauteur. J'ai l'impression que quand je fais des interventions, je ne me sens pas charismatique. Je pense que je suis moins engagée, moins militant que d'autres personnes. Et donc, il y a tous ces vécus qui sont intériorisés,
qui tournent dans la tête des personnes. Je prends un autre exemple dans des associations, par exemple, qui toutes vont faire des maraudes, vont lutter contre la précarité. Il y a des personnes qui vont vous dire j'ai honte de rentrer chez moi le soir et de dormir dans mon appartement, bien au chaud, comment? Enfin voilà, et ça, c'est des choses qui vont les envahir, qui peuvent donner aussi de l'angoisse si ça s'agrège avec d'autres choses. Et le simple fait, alors c'est pas le simple fait justement, de pouvoir partager ça en collectif est extrêmement important. Et de le partager aussi avec un intervenant. Alors oui, je vais prêcher pour ma paroisse, mais avec un intervenant psychologue, parce qu'il ne suffit pas juste de se retrouver en groupe. Comme je le disais tout à l'heure, avoir des émotions, avoir de la honte, avoir de la culpabilité, c'est difficilement exprimable en société. Et si vous n'avez pas un intervenant psychologue qui est rompu aussi à ces processus-là, dans un groupe, les personnes vont bien sûr dans les associations où voilà, il y a plein de moments, il y a des moments conviviaux, il y a des moments de partage, mais ce n'est pas forcément là où les personnes vont exprimer tout ce que j'ai dit avant, les vécus d'injustice, d'imposture, de sentiments à ne pas se sentir légitimes. Donc voilà, c'est vraiment important à un moment donné qu'il y ait une animation qui soit faite pour donner cette place à cette parole-là. Autre point qui va dans le même sens, c'est justement dans cette société où la norme, c'est la performance et l'efficacité, c'est accepter justement de s'arrêter à un moment donné, de ne pas forcément être dans l'action, mais justement être dans la réflexivité, être dans l'échange et parler des expériences et des pratiques. Et ça, c'est toujours un petit peu le côté de la fuite en avant. Mais est-ce que à un moment donné, c'est pas en faisant ça qu'on travaille, c'est pas en papotant. Il y a tout un discours autour du fait de faire une dichotomie entre finalement l'action et la réflexion. Donc, un point qui me semble très important face notamment au vécu pour les militants, pour les personnes engagées, à l'impuissance, quand les personnes disent j'ai pas le sentiment d'en faire assez, on n'est pas assez nombreux, je fais quelque chose mais j'ai l'impression que c'est vider la mer avec une petite cuillère, eh bien, il y a notamment le fait de légitimer la place de la parole et de la pensée. Alors, pourquoi? Parce que c'est résister par rapport finalement aux pensées dominantes qui viseraient à dire qu'il y a une dichotomie entre pensée et action. Quand on voit le sociologue Pierre Carl qui nous disait penser est un sport de combat, il y a un monde diplomatique là-dessus qui date de 2014, finalement, c'est aussi de se dire à quel moment il n'y a pas dans le discours dominant, on n'a jamais autant entendu réfléchir c'est se prendre la tête, pourquoi la stigmatisation des intellectuels, pourquoi les personnes justement qui prennent le temps de s'arrêter, de penser le monde, de réfléchir à ce qu'elles font, à leur engagement, au sens et de le confronter avec d'autres personnes et de remettre en question les pensées dominantes sont très souvent traitées de complotistes. Donc finalement, en réhabilitant également le fait de s'arrêter et de penser ensemble, en collectif, eh bien c'est aussi une forme de résistance. Et c'est aussi à un moment donné ne pas minimiser qu'il y a un coût psychologique pour les personnes à remettre en question la pensée ou les pensées dominantes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je ne suis une minorité, même si on est de plus en plus nombreux à souhaiter défendre l'environnement, j'ai quand même besoin à un moment donné de pouvoir regarder ce qui m'est proposé comme les différents discours que j'ai dans le monde social et pouvoir à un moment donné réfléchir à tout ça, le poser avec des pairs. Autre point sur le fait de partager, il y a également pouvoir dans les organisations, que ça soit encore au niveau des professionnels, que ça soit au niveau des bénévoles, mais que ça soit également à un niveau individuel, si je suis militant, c'est aussi que je puisse reconnaître l'investissement, les avancées qui peuvent être celles de ma cause, de mon association, de là où je suis engagée, de ce que j'ai fait moi aussi, de ma propre contribution, et de célébrer les réussites. Alors bien souvent, notre société aussi, elle valorise quoi? Elle valorise les résultats.
au détriment de l'investissement. Et particulièrement quand on est militant, c'est important de voir que même si on n'obtient pas ce qu'on souhaite, même si on est encore loin du but, eh bien, si on ne s'arrête pas, ça revient au point d'avant que j'ai donné, si on ne s'arrête pas à certains moments pour se dire, mais au fait, je ne sais pas, ça fait 10 ans que je milite, ou ça fait 3 ans, ça fait tant de temps que je suis dans cette association, qu'est-ce qu'on a accompli, qu'est-ce qu'on a fait, et que je suis toujours en train de, pardonnez-moi l'expression, mais de regarder que le verre à moitié vide, et que je ne regarde pas l'investissement, même si j'ai l'impression qu'on est encore loin du compte, eh bien forcément, ça va renforcer l'impuissance. Et ça demande aussi de s'arrêter à nouveau, et de partager en collectif. Par exemple, bien souvent, on voit que dans des organisations, on va faire un retour d'expérience, des groupes de travail, quand il y a quelque chose qui n'a pas bien marché. Mais c'est rare qu'on le fasse quand une action a bien fonctionné. Quand on a mené un projet, par exemple, on se pose moins la question de se dire si ça a fonctionné, quels sont les ingrédients qui ont permis cette réussite-là. Et là, je vous renvoie à tout le courant de la psychologie positive. Je l'ai noté notamment dans la biographie. Là, vous avez le livre sous la direction de Jacques Lecomte qui est très bien, qui est très intéressant là-dessus. C'est tout l'inverse de la positive attitude. C'est-à-dire, c'est se demander individuellement ou collectivement, quels sont les ingrédients qui nous permettent de fonctionner et de bien fonctionner ensemble. Et ça, c'est également un point essentiel. Est-ce que c'est bon pour le son? Je viens de penser à ça. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Merci. Ensuite, je vais revenir sur ce qui est de l'ordre quand moi, je fais face, en tant que psychologue du travail ou en tant que psychothérapeute, à l'épuisement dans l'engagement, les personnes engagées. Je pense que ce qui est important, c'est de prendre conscience et de sortir de l'idéalisation de la posture sacrificielle. Alors, je vais expliquer ce que je veux dire là-dedans. C'est que finalement, quand je m'engage dans une cause, ça devient finalement parfois ma passion, ça touche à mes valeurs profondes, tout mon être est mobilisé, mes émotions, ça me touche, mon intellect, etc. Et quelque part, je peux me surinvestir, je peux faire face, comme je l'ai dit tout à l'heure, finalement, au fait de toujours avoir l'impression que je n'en fais pas assez, parce que collectivement, nous n'en faisons pas assez, mais chacun a sa responsabilité et je peux intérioriser de la responsabilité et toujours être dans cette fuite en avant de vouloir en faire plus et plus et plus. Et surtout, valoriser les personnes qui se donnent au-delà de leurs limites à une cause. C'est-à-dire qu'à la fois, on peut aujourd'hui échanger ensemble sur comment lutter contre l'épuisement, contre le burn-out. J'ai également mis des références dans la bibliographie pour mieux comprendre ce phénomène-là. Encore faut-il aussi ne pas l'idéaliser. C'est-à-dire que moi, je vois aussi dans les postures militantes parler de telle ou telle personne en tant que leader de groupe, de dire ouais mais il allait au bout de ses limites, on sentait que pour lui ou pour elle, c'est vraiment quelque chose d'important. La preuve, à un moment donné, cette personne, elle a même plus pu se lever parce que voilà, c'était tellement ses valeurs qui étaient en jeu, c'était toute sa vie. Si on commence à idéaliser ça, alors c'est l'autoroute vers l'épuisement professionnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aussi de prendre conscience de où est-ce que je me situe dans le juste, là où c'est acceptable pour moi, et c'est de valoriser, au contraire, le prendre soin de soi. Et c'est de faire attention à cela aussi collectivement. Donc rien ne vaut le collectif, j'en reviens toujours, s'arrêter en groupe de pairs, dans une organisation, dans un groupe de bénévoles, et pouvoir parler de ces sujets-là, pouvoir être vigilants les uns avec les autres. Est-ce qu'on ne fait pas une compétition aussi dans notre groupe? Est-ce que quelque part, on se donne les meilleurs moyens pour ne pas s'épuiser? Autre point que je souhaitais également aborder, c'était celui de l'étiquetage, de la stigmatisation ou de l'auto-stigmatisation.
Alors, ce qu'on voit beaucoup, enfin moi je trouve au cabinet aujourd'hui, mais également dans les organisations, c'est le fait que les personnes vont se dire, voilà, je suis éco-anxieux, je suis dépressif, je vis telle chose, ça veut dire de s'étiqueter. Alors c'est bien, c'est très important qu'on puisse mettre des mots sur des phénomènes pour arriver à mieux se comprendre, à mieux comprendre ce qui nous arrive, à ce que ça mette du sens sur un vécu intérieur. Et en même temps, de faire très attention. Est-ce que finalement, me dire ça à un moment donné, ça me permet de me libérer, de poser finalement un constat, je vis une situation qui ressemble à de l'éco-anxiété, ou au contraire, est-ce que je m'enferme? Et là, je vous renverrai à tout ce qui a été décrit par le sociologue Erving Goffman autour de la stigmatisation. Notamment, lui, on a parlé, je l'ai mis dans la bibliographie par rapport au handicap. C'est bien ce qui a fait qu'on a vu qu'il y avait eu un changement de terminologie. Avant, on parlait de personnes handicapées. Aujourd'hui, on parle de personnes en situation de handicap. Donc, c'est aussi très important pour les collectifs et pour les individus de ne pas s'auto-proclamer dépressifs. Voilà, c'est-à-dire de ne pas poser des diagnostics qui les enferment. Par rapport à ça, parce que ce qui est important pour nous, et on a une vraie mission en tant que psychologue, c'est de ramener la personne dans sa complexité, dans sa globalité. C'est différent de dire je suis dépressif que de dire je traverse un épisode dépressif et je suis aussi par exemple une femme, une amie, je travaille à tel endroit, je suis passionnée de peinture ou que sais-je, c'est-à-dire de me ramener dans ma globalité. Donc voilà, faire très attention aussi à la caractérisation qu'on se donne et à l'assignation qu'on fait, même collectivement. C'est-à-dire que moi, il y a des et parfois au fait de galvauder des mots, c'est-à-dire des collectifs vers lesquels j'interviens qui vous dire on est traumatisé. Des personnes en individuel, je suis, mais qui peuvent aller jusqu'à me dire je suis un trauma complexe. Non. Enfin, vous avez pu vivre des problèmes, une expérience de traumatisme complexe. En revanche, vous ne résumez pas à ça. Donc voilà, faire très attention également à ça. Et c'est là où nous, en tant que psychologues, on permet aux personnes de prendre du recul. Ensuite, par rapport au mal-être qui est vécu dans l'engagement, je le redis, qu'il soit professionnel, militant, bénévole, il faut aussi bien regarder les résonances possibles entre mon expérience du monde, ma vision du monde, c'est-à-dire du social, et mon propre paysage interne. Est-ce que je suis touchée par la détériorisation de l'environnement uniquement, ou est-ce que ça raconte quelque chose de mon propre vécu, de désolation ou d'impuissance? C'est un petit peu quand la grande histoire, le monde extérieur, quelque part, rencontre la mienne, c'est-à-dire quand l'adulte aussi rencontre l'enfant intérieur. Et aussi, il peut y avoir un mécanisme de défense qui est plutôt que de regarder aussi ce qui se passe à l'intérieur de moi, finalement, à ce que j'ai pu vivre d'expériences, par exemple, traumatiques en étant enfant, d'impuissance, de violence ou des choses comme ça. Je peux aussi être tentée de le projeter sur l'extérieur et du coup de voir le mal-être, surtout en l'appelant éco-anxiété, solastalgie. Je n'ai pas dit que c'était... je fais bien attention, je ne dis pas que c'est forcément quand à un moment donné on se reconnaît dans une situation d'éco-anxiété que forcément ça dit qu'on a été on ne veut pas reconnaître qu'on a été blessé enfant. Je ne fais pas ce type d'amalgame-là, je dis juste qu'il faut être vigilant à ce que finalement qu'est-ce que ma vision et mon mal-être vis-à-vis du monde et des phénomènes sociaux, de voir quand est-ce qu'à un moment donné, il peut rencontrer une histoire individuelle et à quel moment aussi ça peut être important donc de suivre une psychothérapie par rapport à ça. Il vous reste à peu près 5 minutes, Charlotte, pour un titre d'information. Très bien, je vous remercie. Je vais aller un peu plus vite. Un autre point essentiel que je vois en accompagnant des collectifs, notamment dans des diagnostics organisationnels ou de prévention des risques psychosociaux, c'est comment, pour leur bien-être, donc je suis toujours sur ce point-là, de vous proposer des points qui participent à la détection et puis à des solutions à mettre en place, c'est aussi de faire très attention à la congruence
C'est-à-dire qu'il y a une cohérence, une congruence entre finalement les valeurs de la finalité de la mission de l'organisation, par exemple de ma cause militante, la défense de l'environnement, le féminisme, la lutte contre la précarité et l'isolement, enfin voilà, ces causes-là qui sont nobles et pleines de valeurs, et puis notre fonctionnement interne en tant que collectif, membre d'un collectif, et la vigilance à avoir sur les injonctions paradoxales, les conflits éthiques et la perte de sens. C'est-à-dire que moi, j'ai plein de personnes aussi qui vont dire, alors oui, on est engagé par rapport aux adhérents, par rapport à nos partenaires, par rapport au pouvoir public. À un moment donné, on a tout un discours avec des valeurs fortes autour de l'environnement, mais nous, en interne, on n'est même pas capable de se respecter. On se parle mal, il y a un climat qui est exécrable, etc., etc. Donc, c'est ça, et ça vient surrajouter de la violence. Et ça, c'est un point extrêmement important. Donc, que les organisations, que ce soit les associations, etc., que ce soit dans le public, etc., c'est-à-dire comment, à un moment donné, on vient aussi interroger eh bien, son organisation, on vient questionner les relations, la gouvernance, les approches. Est-ce qu'on a des approches participatives par rapport aux prises de décision ? Et ça, c'est vraiment important aussi de le faire avec un professionnel, parce qu'il y a aussi tout ce qui va être lié eh bien, à ce qu'on retrouve dans d'autres organisations, mais qui va là encore être encore plus violent, qui vont être les influences de groupe, les phénomènes de bouc émissaire, les pratiques harcelantes, les enjeux de pouvoir. Et tout ça, ça existe dans des organisations où en fait les individus s'engagent pleinement dans une cause et vivent comme une effraction très forte le fait de dire mais par contre, ce que je vis dans cette organisation, par exemple, cette personne, la manière dont elle me parle, ce qu'elle m'a fait, mais c'est tout sauf des valeurs humanistes que j'ai vécues. Et là, parfois, il y a besoin vraiment d'un tiers externe pour pouvoir aussi lever des implicites, notamment parfois par rapport à des comportements collectifs ou individuels qui peuvent s'apparenter à du harcèlement. Enfin, voilà. Donc ça, c'est aussi des points. Et puis dire quand il y a justement cette dérive des pratiques en interne. Enfin, très rapidement, pour conclure encore quelques minutes, dans ce qui est essentiel également pour le bien-être des acteurs de l'éducation et de la défense de l'environnement, comme pour plein d'autres acteurs aussi, c'est de comprendre l'importance de la psychoéducation. C'est un petit peu ce que j'ai tenté là de faire et vous retrouverez dans la bibliographie une version illustrée du piège du bonheur, c'est-à-dire que finalement, par rapport à nos émotions, à nos vécus difficiles, à qui nous sommes, on est un petit peu, enfin, je dis on, mais en tant que psychologue, je ne vais pas m'inclure dedans, mais je veux dire, beaucoup de personnes sont très néophytes de, justement, parce qu'on apprend que les émotions, c'est honteux, nos pensées aussi, notre voix intérieure, et on cherche un petit peu à se cacher. Et c'est vraiment important d'aller vers plus de connaissances de notre intelligence émotionnelle, de nos processus émotionnels, cognitifs, comportementaux. Et là, dans le livre que je vous ai proposé, c'est une version illustrée. Enfin, pour les militants, dans le militantisme, dans l'engagement, qu'il soit individuel et collectif, eh bien, c'est important, et là je reviens sur la thérapie d'acceptation et d'engagement, le plus important, c'est de faire régulièrement, de revenir souvent à la question du sens de mes actions. Est-ce que je suis engagée sur un chemin qui va dans le sens de mes valeurs profondes, de ce qui me fait vibrer et qui me permet justement de supporter des situations difficiles et de souffrance? Dans le travail militant, moi j'entends aussi beaucoup de postures dans l'engagement autour de la peur d'être déloyale. Mais en fait, si je continue, si je fais moins d'heures, est-ce que finalement je ne suis pas démissionnaire? Est-ce que si j'arrête d'être engagée, je ne vais pas me dire que finalement je ne suis pas quelqu'un de fiable? Est-ce que je ne suis pas un imposteur? Enfin voilà, il y a tout ça. Et il y a également tous les enjeux identitaires par rapport au collectif. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je m'investis
m'investis moins, si je suis fatiguée, si je pars, est-ce que je les trahis, on n'est pas assez nombreux dans la structure, alors comment ils vont faire sans moi, etc., etc. Et là, il y a aussi besoin, ça c'est pas si facile à dire, et c'est pour ça que faire intervenir un intervenant psychologue, c'est aussi pouvoir nommer ces implicites-là, permettre aux personnes de se dire les choses, de poursuivre, de faire le choix. Et c'est très important, le sentiment de liberté dans l'engagement, faire le choix de rester dans une action militante si on le souhaite, si on est toujours aligné. Et parfois, on peut avoir, à un moment de sa vie, on va suspendre son engagement parce qu'il y a d'autres choses qui viennent prendre la priorité. Et voilà, de sortir des vécus de honte ou de culpabilité par rapport à ça. Et collectivement, ça va être à nouveau de pouvoir réinterroger le projet, les valeurs de la structure, repartager les valeurs collectives, se dire pourquoi on est là, pourquoi on ne supporte plus tel message qu'on avait dans l'organisation il y a 10 ans, amener des nuances, se dire nos erreurs, se dire nos apprentissages, nos vécus d'échecs, de déception. Enfin bref, tout ça. Et c'est de terminer par dire que voilà, la parole, le langage, il est symbolique et qu'il peut être une source d'aliénation. Quand je me dis, oulala, je suis nulle, je ne suis pas assez engagée, je suis un imposteur, etc., comme il peut être source de libération individuellement ou collectivement. Et c'est là que la psychoéducation a vraiment tout son sens. Voilà. Merci beaucoup, Charlotte, pour votre intervention. Et merci également à Hélène juste avant.